Nous devons parler dans la vidéo d'aujourd'hui de la clause du contrat de Max Verstappen, car il pourrait bientôt se libérer de Red. Boule, celle-ci? C'est une information rapportée par Amus Automotor Unsport, et nous allons l'examiner au cours de la vidéo. Mais d'abord, nous devons vraiment parler du problème du lift and coast, qui a fait perdre à Ferrari 1,3 secondes, mais surtout, nous devons comprendre quelle est l'origine du problème et s'il pourra se reproduire lors d'autres courses. Dans cette vidéo, nous aborderons également Mercedes, les essais pour 2026 et les pneus Pirelli qui seront utilisés à Silverstone. Merci du fond du cœur pour vos messages et commentaires. N'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle Ferrari demande constamment à Leclerc de faire du lift and coast? Virage après virage, course après course, il ne s'agit pas seulement d'économiser du carburant. Derrière cette simple demande se cache l'un des problèmes techniques les plus graves et les plus sous-estimés de la science-fiction 25. Et non. Cela ne concerne pas que Leclerc, mais le style de pilotage de Charles lui fait payer les plus lourdes conséquences. En théorie, le lift and coast est simple. Tu relâches l'accélérateur avant le freinage, tu laisses la voiture planer sur quelques mètres, puis tu freines. L'aileron arrière sert à économiser du carburant, refroidir les freins et parfois protéger le fond plat de la voiture du contact avec la route. Tout semble normal, mais en écoutant la radio de Ferrari, on constate que c'est devenu une obsession, en particulier pour Leclerc. En Espagne, il fallait éviter que le plancher ne s'use trop au freinage sur une portion bosselée comme le virage 1, mais en Autriche, la situation a changé. Les demandes de lift and coast survenaient dès le tour de reconnaissance. Dans chaque Virage. La raison? Les freins, des freins trop sollicités, des freins que Ferrari doit protéger. Toujours. à Redwood. Ring! La science-fiction 25 était lourde en début de course et avec des freinages très violents. Le risque de surchauffe était très élevé. De Maranello, un ordre clair est arrivé, l'ICO, c'est-à-dire lever le pied et laisser rouler, tout de suite. Jérôme D'Ambrosio a confirmé après la course que tout était centré sur la gestion des freins, un problème récurrent depuis au moins 2 saisons. Ferrari essaie d'éviter le sujet des freins comme la peste. Mais les signaux sont évidents, nous nous souvenons. Bahreïn, 2024. Frein avant déséquilibré et Charles Leclerc se plaignait d'une voiture qui tirait à droite. Depuis, la Fédération internationale de l'automobile a effectué des contrôles en rafale jusqu'à récemment, avec des vérifications ciblées sur la monoplace numéro 16 pour chercher des mots précis. Système de freinage asymétrique. Rien d'irrégulier trouvé, mais les soupçons persistent. Et puis il y a Hamilton qui dit que les freins sont un problème, ce sont des freins difficiles à gérer, trop sensibles, qui surchauffent, en partie Teddy. Le fait est que les freins sont fournis par Brembo, mais la conception et la gestion thermique restent une responsabilité directe de l'équipe. Et donc apparemment, Ferrari a décidé de sacrifier quelque chose. Mais quoi exactement? Le problème réside dans l'équilibre thermique. Pour chauffer les pneus, surtout en qualification, il faut utiliser la chaleur des freins avant. Toutes les équipes le font, mais Ferrari semble aller encore plus loin. Il y a des conduits de refroidissement plus fermés, plus de chaleur sur les jantes et des pneus qui chauffent enfin. Les qualifications s'améliorent donc, mais au risque d'une surchauffe de la voiture en course. C'est de là que naît le problème du lift and coast extrême qui sert à refroidir les freins et l'unité hybride, et à réduire les pics d'énergie thermique pour prévenir les dégâts et la baisse de performance. Mais pourquoi cette demande est-elle si souvent adressée à Leclerc? Leclerc a un style de pilotage plus agressif que Hamilton au freinage, nécessitant des freins froids, constants et fiables. S'il est obligé de relâcher l'accélérateur plus tôt et qu'il ne peut pas charger l'avant avec force, Leclerc perd l'essence de son style de pilotage. L'équilibre que je préfère et le lift and coast ne vont pas très bien ensemble, a aussi dit Leclerc. Et Ferrari continue d'insister avec cette stratégie pour ménager les pneus. En fait, pour améliorer la qualification, ils doivent forcément sacrifier la course. Le problème, c'est qu'en course, ce choix se retourne contre eux comme un boomerang. Les freins chauffent trop et il faut ralentir. Et ralentir. En Formule 1, cela signifie perdre du temps. Même seulement 2 dixièmes par tour, multiplié par 70 tours, cela fait vraiment beaucoup. Mais à Silverstone, le véritable ennemi sera le plank. Pas les freinages qui ne posent pas de problème sur ce circuit. Les températures seront plus basses, l'obstacle sera la hauteur de caisse et l'usure du fond, surtout dans les grandes courbes rapides. Le lift and coast pourrait revenir ici, mais davantage pour protéger le plank que pour gérer les freins. Et surtout, les évolutions apportées en Autriche pourraient enfin aider Ferrari à limiter les dégâts et à revenir sur des circuits comme celui-ci avec plus de confiance. Mais une chose est sûre, tant que l'équilibre thermique entre les freins et les pneus ne sera pas parfaitement optimisé, Leclerc continuera à en payer le prix fort. Et donc nous verrons ce problème de lift and coast, surtout sur les circuits avec beaucoup de freinage. Je pense par exemple à Monza, à Las Vegas, et aussi au Mexique, où les températures sont plus élevées et donc les freins sont davantage sollicités. Ou même au Brésil, où il n'y a pas beaucoup de gros freinage. Mais l'air y est plus raréfié, donc sur ces circuits, il arrive moins d'air aux freins, surtout à l'avant.
On demandera aux pilotes, en particulier à Leclerc, de faire du lift and coast. Et cela a fait perdre à Ferrari 2 dixièmes par tour pendant 70 tours la Sennaille. En Autriche, c'est vraiment une éternité, surtout en ce qui concerne le rythme de course. Évidemment, la science-fiction 25 s'améliore avec moins d'essence et un pneu plus dur, parce que tu freines un peu moins fort et tu as une voiture plus légère. De plus, l'adhérence de la piste augmente car elle devient de plus en plus caoutchoutée, réduisant ainsi le besoin de faire du lift and coast. Mais il est très important de le faire en début de course, quand il y a le départ et que les écarts sont minimes. La situation est très problématique chez Ferrari actuellement et doit être résolue au plus vite. Parce que c'est un gros handicap par rapport à toutes les autres équipes de tête, qui semblent mieux gérer le refroidissement des freins et des pneus. Et Ferrari devra aussi chercher le bon compromis à Silverstone. En ce qui concerne la suspension arrière, le fond plat et l'équilibre de la voiture, nous savons que la nouvelle suspension arrière de Ferrari arrivera à Spa, donc Ferrari devra chercher le bon compromis avant cette nouvelle mise à jour. Mais nous devons parler d'une autre chose qui pourrait justement s'arriver à Spa. Verstappen pourrait quitter Red Bull déjà après Spa, évidemment au niveau théorique. En effet, il existe une clause secrète qui lui permettrait de se libérer de son contrat s'il n'est pas dans le top 3 à la fin juillet. Et ce n'est pas seulement une question de résultat, Max veut redéfinir le pouvoir interne de l'équipe. Horner pourrait ne pas lâcher, mais Max pourrait le faire, même pour aller chez Mercedes ou Aston Martin. En fait, Automotor Sport a lâché la bombe. Max a une clause de sortie. Si à la fin juillet, après Spa, il n'est pas dans les 3 premiers du classement, il pourra se libérer du contrat qui le lie. Red Bull jusqu'en 2028. Il est actuellement 3e avec seulement 9 points d'avance sur Russell. Et après l'abandon en Autriche, le risque est réel et s'il devait terminer à Spa en 4e position, tout pourrait basculer. Ce n'est pas totalement nouveau en 2023. On parlait de clause Lieb et Helmut Marko et Helmut Marko lui-même a confirmé il y a quelques mois l'existence de clauses de performance dans le contrat de Max. Le paddock se prépare désormais à un éventuel séisme, c'est un fait. Wolff n'a jamais caché son intérêt pour Verstappen et même Russell, qui n'est pas vraiment son meilleur ami, l'a admis. Ce serait fou de ne pas essayer. Attention, les délais sont serrés, Russell et Antonelli finissent leur contrat fin 2025. Wolff ne veut pas les laisser dans l'attente trop longtemps. Si Verstappen ne se libère pas juste après Spa, Mercedes pourrait choisir de continuer avec son duo actuel. En pratique, soit Max décide en août, soit le train pourrait passer. Selon Amos, Max pourrait rester chez Red Bull à condition de renforcer la position de Christian Horner, qui est le vrai point clé. Le team principal contrôle aujourd'hui tout. La course, le développement technique, l'unité de puissance et même le marketing. Le one-man show de Verstappen n'est plus accepté par son clan, dirigé par son père Jos. Il souhaite une gestion plus partagée à l'instar de McLaren. Ils veulent que Horner soit uniquement le team principal et non le président-directeur général opérationnel de l'équipe. Et derrière cette pression, il y a des années de friction, de tension jamais apaisées. Et un sentiment croissant que l'environnement Red Bull est devenu trop déséquilibré. Après la course en Autriche, Horner a lancé une pique claire. Mercedes, 1 minute derrière McLaren. Un message direct à Max. Veux-tu vraiment aller là où tu n'as aucune garantie de gagner ? C'est un coup psychologique, se montrer encore comme la seule équipe compétitive pour le titre. Mais le risque, c'est que Max ne se laisse plus convaincre par la rhétorique. Il ne veut pas seulement une voiture rapide, mais aussi du pouvoir décisionnel, de la stabilité et une vision à long terme. Si Verstappen ne termine pas dans le top 3 à Spa, son départ pourrait ouvrir la voie à des scénarios inédits. Mercedes libre, Russell, Antonelli rétrograde en attente, Verstappen signe pour Brackley, ou alors Verstappen décide d'aller chez Aston Martin à la place d'Alonso. Stroll, où Red Bull change sa structure interne pour le retenir, peut-être en gelant le pouvoir de Horner et en ouvrant une gestion à la McLaren. Mais si rien ne bouge, attention au rebondissement. Parce que Verstappen a tout gagné, et maintenant, plus que de gagner, il veut compter au sein de l'équipe. Et la situation chez Red Bull n'est pas à sous-estimer, parce qu'on a vu Verstappen hors jeu en Autriche à cause du contact avec Kimi, et Tsunoda est arrivé dernier, donc Red Bull a fait 0 en Autriche. Pour le championnat des constructeurs, sans Max, Red Bull ne compte actuellement pour rien, et c'est une équipe qui, sans Max, s'effondre inévitablement. Même pour 2026, on dit que l'unité de puissance Red Bull ne sera pas optimale, mais celle de Mercedes pourrait être la meilleure, ayant donné d'excellents résultats au banc d'essai. C'est pourquoi Mercedes ne souhaite pas modifier les règles sur les unités de puissance, et préfère conserver celles prévues pour 2026 dans le nouveau règlement. Ils n'ont aucune raison de les changer car actuellement ce sont les meilleurs dans ce domaine. Horner tente de retenir Max en lui montrant une vision à court terme. Du terme. C'est-à-dire ? De cette saison où il y a une Mercedes pas si compétitive qui a gagné au Canada. Mais en Autriche, on a les Mercedes a beaucoup souffert. Russell terminant à 70 secondes des McLaren et Kimi abandonnant. Cependant, Mercedes avec son propre moteur,
Et Aston? Martin avec Honda pourrait être très compétitif en 2026, potentiellement plus que Red Bull. Et s'il y a vraiment une clause, comme le dit aussi Amos, alors Verstappen envisage-t-il vraiment l'option de quitter l'équipe? Dans ce cas, Red Bull n'en a pas de plan B, il y a Lindblad, mais c'est encore un jeune pilote, à 18 ans, il doit encore grandir et mûrir. Le deuxième pilote a été changé en permanence et il n'offre aucune garantie. Pour Red Bull, l'unique espoir est que Verstappen reste dans l'équipe. D'ailleurs, Max a également abandonné la lutte pour le titre. Max avait déjà tout compris avant l'accident. En qualification, il savait qu'il prendrait au moins 6 dixièmes de retard sur Norris, même sans le drapeau jaune. Je pousse au maximum, mais nous sommes en retard, a-t-il dit. Pour celui qui a dominé ces 3 dernières années, c'est une prise de conscience brutale. Le Canada n'était qu'une exception, pas la norme. L'aile McLaren avait des problèmes en Autriche, elle est redevenue dominante. Max le sait, il nous manque une demi-seconde. Sa course n'a duré que 2 virages. Dans le virage, 3 Antonelli le bloquent et le percutent de plein fouet. Horner est convaincu que Max n'est pas fautif pour la pénalité de Kimi. Sans cet incident, il aurait pu rivaliser avec les Ferrari, selon le directeur de l'écurie Red Bull. Cela dit, Horner a félicité Lawson et a également déclaré que Tsunoda n'a pas fait une excellente course avec la voiture. Verstappen a 61 points de retard sur Piastri, qui se retrouve avec la RB21. Avec cette McLaren sans faille, la remontée paraît quasi impossible. Horner le sait, sur le papier ce n'est pas fini, mais il faut être réaliste. Mais le plus alarmant chez Red Bull, c'est l'absence de développement et de réaction. Et la voiture semble plus en retrait que ce que montraient les premiers Grands Prix, alors que McLaren est constante. Nous devons aussi voir les performances de Mercedes sur son circuit, à domicile de Silverstone. Russell espère être plus compétitif. George regarde vers l'avant et se souvient qu'en Angleterre, ils ont toujours été compétitifs. L'année dernière, il était en pole avec un excellent rythme. Si les températures baissent, nous pouvons revenir devant. Mais Mercedes continue de vivre des hauts et des bas trop extrêmes. Comme l'a dit Toto Wolff, rien ne s'est passé comme prévu. Les longues courbes, l'asphalte abrasif et la chaleur nous ont anéantis. Mais l'écart avec Ferrari et McLaren est trop grand pour être justifié seulement comme ça. Kimi a admis avoir fait une erreur en Autriche en ne freinant pas assez tôt. J'ai tenté d'éviter aux zones, mais j'ai bloqué les roues, rendant la collision inévitable à ce moment-là. Une manœuvre de rookie, bien sûr, mais qui pèse surtout lors d'un week-end déjà compliqué pour l'équipe. Mais tout! Wolff a commenté froidement. Kimi a été malchanceux, mais nous devons bien comprendre ce qui s'est passé au moment du freinage. Mais attention à l'envers du décor le plus intéressant. En effet, Mercedes a testé en Autriche certaines solutions mécaniques conçues pour améliorer le comportement avec les pneus. 2026, je l'ai dit clairement, Toto Wolff. Nous avons essayé des choses pour mieux gérer ces pneus, qui seront les mêmes l'année prochaine. Mais cela n'a pas fonctionné. Attention, les pneus vont changer. Mais de nombreuses caractéristiques mécaniques et du châssis resteront centrales, tandis que leur dynamique sera révolutionnée. Et donc Mercedes a profité d'un week-end difficile pour commencer à recueillir des données qui pourraient s'avérer très utiles dans le nouveau cycle technique. Une approche similaire à celle de Ferrari, qui travaille déjà en interne sur des concepts 2026 liés à la suspension arrière et à la gestion thermique. Chauvelin a confirmé que la chaleur est le talon d'Achille de Mercedes. Avec Russell devant gérer ses pneus tout du long, Chauvelin a compris le comportement de la voiture en conditions extrêmes. Et ils doivent travailler pour revenir se battre pour le podium, comme cela s'est passé au Canada. Et Russell! Il a ironiquement suggéré que la Formule 1 ne se dispute qu'en hiver pour éviter le problème de la surchauffe des pneus. Et nous avons vu maintenant, à l'ère de l'effet de sol, comment Mercedes est beaucoup plus performante sur les circuits plus froids et non sur ceux plus chauds. Le problème de la surchauffe est quelque chose dont Mercedes souffre beaucoup, pas en ce qui concerne les freins, qui sont un problème plus critique pour Ferrari, mais en ce qui concerne l'usure des pneus. Et des pneus, nous devons en parler. Même en ce qui concerne la course de Silverstone, qui aura lieu ce week-end, en fait Silverstone fête ses 75 ans et Pirelli apporte des composés plus tendres que d'habitude. Mais attention, car entre la dégradation accélérée et la pluie qui menace, le week-end se transforme en un jeu stratégique à haut risque. Et celui qui se trompe dans la gestion des pneus est éliminé. Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2025 à Silverstone, on célèbre les 75 ans de la première course de Formule 1 de l'histoire, qui s'est tenue sur ce même circuit en 1950. Cette année, on utilisera les pneus C2, C3 et C4. Un cran plus tendre par rapport à 2024, avec l'objectif d'augmenter la dégradation, d'élargir les options stratégiques et de rendre chaque relais un défi. L'an passé, les pneus G-Soft et C3 ont été presque ignorés. Cette année, le médium sera crucial dès le début. Attention, le tracé de Silverstone use les pneus comme peu d'autres circuits, avec ses virages rapides et changements de direction constants. Ce n'est ni Spa ni Suzuka, mais ça s'en rapproche. Et attention aussi à la météo anglaise, car de la pluie est en prévu entre samedi et dimanche, surtout l'après-midi. On devra peut-être faire les qualifs avec les tendres au début, car il pourrait pleuvoir après.
Le temps perdu au stand n'est que d'une vingtaine de secondes, mais chaque arrêt au stand raté coûte une course. Nous verrons donc comment les équipes réagiront à ce changement à Silverstone. Pirelli a apporté des pneus plus tendres que l'année dernière avec les C2, C3 et C4, ce qui est certainement un avantage pour McLaren. Dernière chose à commenter, les séances d'essai pour 2026. Pourquoi? Les essais à Barcelone ont été confirmés du 26 au 30 janvier, tout comme les 2 séances d'essai au Bahreïn en février. Mais les essais à Barcelone se dérouleront à huis clos pour cacher les premiers problèmes liés au nouveau règlement. Il y aura sûrement des freinages plus longs, une aérodynamique instable, un hybride déséquilibré et aussi des pneus réduits. Le risque d'échec lors des premiers essais est réel. C'est pourquoi tout se fait à huis clos. Mais quelques photos, quelques indiscrétions sortiront sûrement. Pas de télévision, pas de presse, tout sera verrouillé. Mais il est important de faire plusieurs sessions de tests pour arriver à la première course. Prêt. Donc c'est une chose positive de tester de nouvelles voitures non seulement à Bahreïn, mais aussi en Espagne. La question de l'hybride, qui pourrait ne pas fonctionner et manquer de puissance, reste un sujet critique. Partagez votre opinion sur les thèmes discutés dans la vidéo. Du lift and coast de Ferrari à la clause de sortie de Verstappen, en passant par la situation chez Mercedes. Je suis curieux de vous lire et de vous répondre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. D'autres vidéos sont disponibles, je vous laisse les découvrir. C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.